Voici une centrale de la taille d'une ville, édifiée par des araignées robotiques en orbite, transmettant l'énergie vers la Terre sous forme de faisceaux. À nos yeux, cela évoque une idée délirante de science-fiction. Mais pour les ingénieurs, c'est un projet bien réel. Les éléments sont en cours de test et les agences spatiales visent une mise en service complète d'ici moins de 30 ans. Il n'y a pas si longtemps, l'énergie solaire à grande échelle semblait irréaliste. Aujourd'hui, elle s'est répandue et constitue la source d'énergie la plus économique. La plus vaste centrale solaire au monde, le parc de Golmud, abrite près de 7 millions de panneaux et pourrait produire l'extraordinaire puissance de 2,8 gigawatts. Cela suffit à alimenter plus de 2 millions de foyers et représente à peu près le double de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner la DeLorean de Retour vers le futur, si vous aviez suivi. Tout cela paraît séduisant sur le papier, mais en pratique, c'est un vrai casse-tête. L'énergie solaire à grande échelle requiert des superficies considérables et un entretien constant. Plus encore, les panneaux terrestres n'atteignent jamais une efficacité de 100%. Notre atmosphère agit comme des lunettes de soleil sale, dispersant environ 30% de l'énergie solaire avant même qu'elle n'atteigne le verre. De plus, le rayonnement solaire est incertain. Vous vous souvenez de ces formes duveteuses appelées nuages? Les panneaux solaires s'apparentent à des employés prenant des congés maladie par temps nuageux, travaillant à peine en hiver et dormant toutes les nuits. Et j'ai connu un emploi semblable. Pour maintenir l'éclairage nocturne, il faut s'appuyer sur d'énormes systèmes de batterie pour combler ces lacunes. C'est pourquoi les ingénieurs ont cherché une échappatoire, ou plutôt, un emplacement plus favorable. En montant directement à environ 35 400 km, on atteint l'orbite géostationnaire, véritable point d'équilibre cosmique. Là-haut, un satellite demeure immobile au-dessus d'un même point terrestre, recevant un soleil non filtré jour après jour, durant toute l'année. Enfin, presque. 2 fois par an, aux équinoxes, la Terre se glisse devant le Soleil et projette une ombre sur cette orbite, provoquant une courte coupure pouvant durer jusqu'à 72 minutes. Puis le Soleil revient, comme si de rien n'était. Trouver une place de parking en orbite à 35 400 km n'est pas la tâche la plus ardue. Le véritable défi consiste à construire l'appareil destiné à y fonctionner. Selon le design, la NASA prévoit des structures allant de quelques kilomètres à près de 10 km de largeur. Il est impossible de faire tenir un tel objet dans une fusée. L'ISS, de la taille d'un terrain de football, a nécessité plus de 10 ans et plus de 40 lancements pour être assemblé. Les ingénieurs procèdent donc, comme pour des meubles IKEA, en mode prêt-à-monter. Le plan consiste à lancer des milliers de carrés identiques, ultra fins, composés de miroirs et d'électronique, empilés comme des assiettes dans une fusée à forte charge utile. Un assemblage humain de cet ouvrage serait irréalisable, nécessitant des siècles d'aller-retour. C'est pourquoi l'on fait appel à de petits robots pouvant ressembler à des araignées, rampant sur une immense toile métallique, positionnant les modules jusqu'à ce que la structure grandisse, pour devenir une ville énergétique flottante. Une fois la station assemblée, la partie la plus impressionnante réside dans la transmission. Une énorme quantité d'électricité se trouve en orbite, et il n'existe pas de rallonge ou de câbles atteignant une telle altitude. Les ingénieurs devraient donc transformer cette énergie en un faisceau. La station convertirait l'énergie brute en micro-ondes ou, selon certains modèles, en lasers de faible intensité, identiques aux ondes qui réchauffent vos restes de lasagne. Ce faisceau est ensuite dirigé vers une cible précise au sol. Un faisceau depuis l'espace? Et si un oiseau passait dans son trajet? Cela évoque les films où un laser géant carbonise une ville. En réalité, produire et utiliser une telle arme n'est pas irréaliste, mais cela reste peu pratique et le monde manque d'un véritable super-vilain. Il ne s'agit pas d'un pointeur laser concentré. Sur une telle distance, le faisceau se diffuse naturellement et est conçu pour arriver large, pour des raisons de sécurité et de contrôle. À l'arrivée au sol, il est presque 4 fois moins intense que de se tenir dehors par une journée ensoleillée. Et si un oiseau traversait le faisceau, il ne se transformerait pas en fumée et en plumes, en faisant pouf, comme dans un dessin animé. Le faisceau énergétique depuis l'espace n'est pas qu'une théorie. Il a été expérimenté. En 2023, l'expérience MAPL de Caltech a permis de transmettre pour la première fois de l'énergie sans fil en orbite. On a démontré qu'il était possible d'envoyer de l'énergie à travers le vide et de la capter de l'autre côté. Sur Terre, nous la récupérons grâce à une antenne redresseuse ou rectenna. Cela semble high-tech, mais visuellement, cela s'apparente à un immense filet de pêche en treillis métallique, s'étendant sur des kilomètres. C'est une surface quadrillée, presque transparente,
si bien que la pluie la traverse aisément. Cela s'explique par le fait qu'elle n'a pas besoin de réfléchir ou de bloquer la lumière, mais est conçue pour intercepter des micro-longueurs d'onde spécifiques. Théoriquement, il serait possible de construire plusieurs antennes et de changer la cible au fur et à mesure que la station et la Terre s'alignent, un peu comme on déroute un appel vers une autre tour. Pour l'instant, le projet de solaire spatial ne dépend pas d'une percée technologique spécifique. Il repose davantage sur une série d'éléments routiniers qui doivent devenir simultanément moins coûteux. Le plus déterminant est le coût des lancements. Il y a quelques décennies, mettre un kilogramme en orbite coûtait plusieurs dizaines de milliers de dollars. Aujourd'hui, les fusées réutilisables ont fortement réduit cette dépense. Plus les fusées volent, moins coûteux deviennent les lancements. L'énergie solaire spatiale ne devient véritablement viable que lorsque l'envoi de cargaisons en orbite cesse de ressembler à une mission lunaire périlleuse pour devenir un simple transport de fret. Le second facteur est la production de masse. Ces stations ne sont pas conçues comme des vaisseaux uniques. Elles s'apparentent plutôt à des usines, composées de milliers de panneaux ultra fins identiques, tous de même dimension et avec les mêmes connexions. Ce type de matériel se produit en millions d'exemplaires et ne pourrait être assemblé à la main. Parallèlement, les ingénieurs doivent démontrer que tout peut fonctionner à petite échelle. Les essais se déroulent déjà par fragments, petits satellites, faisceaux d'énergie courts et démonstrations d'assemblage autonome. L'étude de la NASA de 2024 propose un scénario où la technologie parvient à maturité dans les années 2030, la station géante est assemblée dans les années 2040 et la livraison d'énergie pourrait débuter vers 2050, ce qui n'est pas si lointain. Par ailleurs, des percées imprévues pourraient accélérer le projet de manière surprenante. Réaliser un projet de cette envergure paraît extrêmement ambitieux, mais il constitue en réalité le premier pas concret, l'un des nombreux concepts plus vastes qui demeurent réservés à un futur lointain. Par exemple, que se passerait-il si les panneaux n'étaient pas placés en orbite terrestre? Et si l'on les installait plus près, là où la lumière solaire est plus intense, et chaque panneau capte davantage d'énergie par unité de surface? On obtiendrait une station en plein jour permanent, diffusant l'énergie vers l'extérieur à la manière d'un phare. Une autre idée conserve le même principe de haute transmission par faisceau, mais réinvente la stratégie de construction. Plutôt qu'une unique ville-station géante, on la divise en une constellation entière de satellites énergétiques plus petits, comme des antennes relais, mais en orbite. Un satellite se positionne au-dessus d'une recténa, transmet l'énergie un certain temps, puis cède la place au suivant. Depuis le sol, cela ressemble à une course de relais céleste. Une chaîne de satellites défilant autour de la planète, se transmettant le faisceau les uns aux autres. Et si une unité tombe en panne, le système ne s'éteint pas. Les autres continuent de fonctionner, tandis que des robots remplacent l'unité défaillante, comme une batterie à plat. Puis vient l'idée la plus fascinante et célèbre, un essaim de Dyson. Ce n'est pas une coque solide, mais un nuage de millions de collecteurs orbitant autour d'une étoile, captant une part considérable de son énergie. Si une planète réalisait un tel projet, l'étoile pourrait paraître anormale vue de loin, comme si l'on en avait atténué la luminosité volontairement. Toutes ces propositions relèvent d'une époque future, où construire dans l'espace deviendra moins coûteux, plus simple, et peut-être alimenté par des technologies que nous ne possédons pas encore. Mais une évidence se dessine déjà. Dès le réveil, nous sommes entourés d'appareils qui consomment sans cesse de l'électricité, et nos besoins continuent de croître. Rien d'étonnant à ce que, lentement mais sûrement, l'humanité envisage l'espace comme la prochaine étape pour produire de l'énergie à grande échelle. Pour l'heure, il ne nous reste qu'à patienter jusqu'à la prochaine percée. Et peut-être penser à éteindre vos appareils quand ils ne servent pas. Je dis ça, je dis rien.